Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Appuyez sur le maître. Sale temps, nuages bas, de la pluie et du vent. Avec lenteur, le train en provenance de Paris-Montparnasse entre en gare de Rennes. La ville est sinistre, noyée sous l'eau du ciel. Sur le quai, de rares passagers se hâtent vers la sortie, libérant un espace où attendent des hommes en uniforme bleu marine, vestes croisées à 2 rangées de boutons dorés, casquettes sur la tête et gants de cuir noir. Ce sont là des officiers mariniers, indispensables piliers de l'architecture militaire dans la marine nationale où le terme de sous-officier n'a pas cours. L'un d'entre eux est immobile, les bras le long du corps, talons joints. 3 galons en biais de son grade de maître ornent ses manches. Un autre, un premier maître, arpente le quai, dévisageant les 75 jeunes gens, pas un de plus, pas un de moins qui débarquent du train, leur bagage à la main. Aucun d'entre eux n'a dépassé l'âge de 20 ans. Il y a même un humoriste de 18 printemps et de petite taille qui attire déjà l'attention, en portant une culotte courte de garçonnet. Ils viennent d'horizons différents, majoritairement des plus grands collèges ou lycées de la région parisienne, le Baz-Louis, Janson, Ginette ou du Prital, le Prytanée militaire de la Flèche et d'autres établissements scolaires de province. Ils ont réussi le concours d'entrée à l'école navale et s'apprêtent à découvrir le monde de la mer et la vie militaire. Appuyez sur le maître. L'injonction, formulée d'une voix forte, émane de ce personnage à l'aspect autoritaire qui parcourt le quai et désigne de ses 2 bras son collègue, impassible dans sa position de pivot ou plus exactement, d'homme de base pour s'en tenir à ce qui va être le nouveau langage. Appuyez sur le maître. Il y a un instant de flottement chez les nouveaux arrivants, avant de comprendre qu'il convient de venir s'aligner sur le gradé immobile qui balise l'entrée dans la grande famille maritime. Pierre, au superbe physique d'empereur Romain et Claude, solide baraque de 80 kilos, grande gueule et cœur d'or, proviennent de ce fameux lycée du boulevard Saint-Michel qui fournit chaque année un bon quart des effectifs. Marc, Michel et Christian figurent eux, parmi les 5 rescapés de ce lycée du 16e arrondissement, plus connu pour avoir été, quelques 15 années plus tôt, à l'origine de la carrière de Ray Ventura et de ses collégiens. Au crédit de l'actuel proviseur, il convient de porter le mérite d'avoir fait de son établissement le lycée le plus sportif de la région parisienne, mais aussi d'être le seul à organiser régulièrement dans ses murs des soirées dansantes destinées à rapprocher les filles du lycée Molière de ses propres élèves masculins des classes préparatoires. L'ensemble a peut-être contribué à réduire le nombre de réussites scolaires pour l'admission dans les grandes écoles. En contrepartie, il a donné aux heureux admis une certaine expérience de la compétition sportive et une connaissance sommaire, mais utile, des subtilités de la vie sentimentale. La classe préparatoire au concours d'entrée à l'école navale est ainsi parrainée par une jeune et célèbre actrice, au talent consacré par le succès d'un film récent, Les Portes de la Nuit. Il est certain qu'on ne peut à la fois soutenir de ses applaudissements sa Dulcinée au théâtre des Mathurins et consacrer ses soirées à l'étude minutieuse des principes de la géométrie analytique. En tout cas, ce mélange des genres permet au moins de constater très tôt dans la vie que la notoriété de l'ami contribue fortement au prestige de son accompagnateur. Il est vrai que l'inverse est encore plus évident, la plupart des femmes ayant un irrésistible attrait pour les personnes célèbres et les détenteurs provisoires d'une parcelle de pouvoir. Assemblés dans un ordre approximatif, les anciens lycéens et futurs marins sortent de la gare, embarquent dans les camions aux plaques minéralogiques ornées d'une encre et d'un numéro. En route pour un centre de formation de la marine isolé dans la lande bretonne, les yeux fixés sur le va-et-vient des essuie-glaces qui tentent de donner au conducteur un espace et un temps de visibilité acceptable pour suivre les sinuosités de la route départementale, Marc songe à ceux de ses amis qui n'ont pu franchir l'obstacle du concours d'entrée et que l'âge limite de 20 ans écarte désormais de l'accès à l'univers maritime. Il revoit l'un d'entre eux, désespéré par son échec lors de la proclamation des résultats, allant jusqu'à parler de se jeter dans la Seine. Reconverti dans un cycle de formation moins scientifique et plus littéraire, il passera par l'Institut des sciences politiques puis la toute nouvelle École nationale d'administration pour devenir plus tard président d'un grand établissement bancaire français et entrer en politique dans le sillage d'un ministre important. Un autre renoncera à la voie tant désirée pour présenter le concours de l'École supérieure d'électricité,
qui le conduira au bureau d'études d'une grande société de constructions aéronautiques, et de là à la présidence d'un groupe industriel d'armement dont il fera, au fil des ans, l'une des entreprises françaises les plus importantes et les plus performantes en matière de haute technologie. Leurs fortunes personnelles, dans un cas comme dans l'autre, seront à la mesure de leur talent, de leur acharnement au travail, de leur remarquable cursus professionnel. À côté de tels parcours, celui des 75 admis pourrait apparaître dérisoire, et pourtant à ce jour, à cette aube de la vie, c'est bien dans ce vieux camion militaire cahotant sur l'asphalte inégal et détrempé que trône la joie du succès et de la réussite. Sur cette route pourrie, nul ne songerait à envisager d'autres perspectives que celle ouverte par la carrière maritime. Certes, quelques-uns quitteront en cours de route le métier de la mer, mais de tous ceux qui seront allés jusqu'au terme du parcours, il n'y en aura guère pour regretter de ne pas avoir fait autre chose. Chapitre 2 La Godille. Le centre de formation de Pont-Réan, c'est la marine au milieu des terres. Pour tout plan d'eau, un lac. Pour horizon, la lande. Pour habitat, un vieux château et des baraquements. On y incorpore les nouveaux arrivants en les habillant, en les étiquetant, en leur injectant l'inévitable TABDT, protecteur contre les atteintes du typhus, de la diphtérie et du tétanos. On y enseigne les rudiments de la vie militaire, depuis la marche au pas jusqu'aux appellations de grade, mais aussi la science des nœuds marins et la pratique de l'aviron ou mieux encore, de la godille. La godille est un art. Elle permet à un homme seul, muni d'un unique accessoire, de propulser une embarcation sur l'élément liquide. Dans certains cas extrêmes, elle conduit parfois à faire passer l'instrument moteur pas-dessus bord, laissant le nautonnier désarmé et sans vitesse, voire d'expédier carrément l'homme dans la flotte, accordant par là même une totale autonomie au bateau privé d'équipage. Il s'agit pourtant d'un geste simple qui consiste à introduire l'aviron dans une encoche semi-circulaire à l'arrière, et d'agiter l'objet de gauche à droite et de droite à gauche avec une ou deux mains, comme si l'on voulait découper des rondelles de saucisson dans la couche supérieure de l'eau. On peut pour ce faire, surtout quand on débute, se tenir face à l'arrière, les pieds bien écartés, ce qui conduit en général, puisqu'on ne voit pas où l'on va, à encastrer l'avant dans la berge voisine ou à heurter un autre débutant naviguant sur le même plan d'eau. Mais dès qu'après tant d'efforts on a pu enfin acquérir une certaine dextérité, alors on peut tenir l'aviron d'une seule main, les pieds alignés dans l'axe du bateau et le regard tourné hardiment vers l'avant, ce qui présente l'avantage de réduire grandement la probabilité d'un malencontreux abordage. Enfin, comme il n'y a pas de frein moteur dans la navigation à la godille, il convient d'anticiper l'événement et de prévoir avec prudence les conditions particulières de l'accostage si l'on ne veut pas élonger le quai sur toute sa longueur et repartir avant d'avoir eu le temps de descendre, ou bien manquer la bouée ou le coffre que l'on avait l'ambition de saisir au passage pour y amarrer l'engin. Cette phase de formation initiale va durer un bon mois, au terme duquel les futurs bordaches, appellation coutumière des élèves de première année de l'école navale, en hommage aux chevaliers bordas, seront embarqués par groupe de 2 comme simples matelots sur diverses unités de la flotte française. Pour l'heure, cette flotte est essentiellement composée de résidus de la marine allemande, de bâtiments prêtés ou donnés par les États-Unis, et de rescapés de la guerre ayant échappé au sabordage de Toulon, ou survécu aux attaques de Mer el-Kébir, de Dakar, de Libreville, de Diego Suarez ou d'autres lieux découvrant à marée basse, toute attaque conduite par des marins français ou anglais contre leurs propres frères ou anciens alliés. La plupart des embarquements sont programmés dans le port du Levant, c'est-à-dire à Toulon. Marc, associé à Jacques, un ancien du lycée Saint-Louis, est destiné à Brest, le port du Ponant, pour mettre son sac sur un patrouilleur prêté par les Américains, une baille de 300 tonnes, armée par 50 hommes dont 3 officiers, réputé pour rouler bord sur bord travers à la lame et faire dégueuler n'importe quel novice par temps moyen, face au vent lorsque le tangage s'apparente au mouvement d'une cage d'ascenseur brutalement privée de ses câbles de suspension. Avant de quitter Pont-Réan, le sac marin sur l'épaule, le bâchi ou bonnet, bien planté sur le crâne, ils ont perçu leur première solde, égale auprès du soldat, valable pour tout citoyen effectuant son service militaire et assorti de 10 timbres-poste, d'un peu de tabac en vrac et de 8 paquets de cigarettes de troupe. À quelques décennies d'intervalle,
l'État n'aura pas hésité à délivrer gratuitement à de jeunes hommes de moins de 20 ans un produit dont il affirmera plus tard que le fait de l'utiliser tue. Certains ajoutent lentement, d'autres encore, on s'en fout, on n'est pas pressé. Chapitre 3 Brest. Non. Brest n'a pas eu beaucoup de chance. On pourrait épiloguer sur les parts respectives de responsabilité dans ce désastre incroyable. Le fait demeure, 2 ans après la fin de la guerre, Brest est encore un amoncellement de décombres. C'est une ruine globale. Certes, le quartier de recouvrance, pourtant plus proche de l'Arsenal, est en relativement bon état. Lambezélec, dans le nord de la ville, conserve une apparence à peu près convenable, mais tout le reste n'est qu'un amas de pierres et de débris. L'herbe se plaît à folâtrer et la présence de rats est souvent visible. Qui est à l'origine du sinistre ? Sont-ce les Allemands en partant ou des Français en arrivant? Comment, une fois encore, vouloir s'en prendre aux Américains, absents du débat puisqu'à l'époque ils fonçaient cap à l'est, depuis les plages de Normandie vers le cœur de l'Allemagne. Bien sûr, les Anglais sont majoritairement impliqués dans cette affaire, mais ils avaient de bonnes raisons de l'être. Brest, tout comme Lorient et dans une moindre mesure, Saint-Nazaire était l'une des grandes bases sous-marines de l'Allemagne. La survie de la Grande-Bretagne tenait à la capacité de faire transiter au travers de l'Atlantique l'apport des États-Unis au combat sur le théâtre européen. La Bretagne est à moins d'1 heure de vol des aérodromes britanniques. Il fallait détruire ces bases ou en réduire la disponibilité. Mais la précision, la plus grande révolution militaire depuis l'atome, n'était pas encore à l'ordre du jour. Marc et Jacques, bien au chaud dans leur caban, trimballant leur sac de marin en toile écrue avec sa poignée métallique refermée sur les œillets, se sont engouffrés dans l'un des quarts de la marine qui descend vers l'Arsenal. Le trajet est désolant jusqu'à l'entrée dans Recouvrance et l'accès à l'enceinte militaire par la porte Tourville. Ensuite, il faut trouver le point d'amarrage des patrouilleurs d'origine américaine, rebaptisés de noms martiaux le Goumier, le Grenadier, le Voltigeur et autres valeureux fantassins. Pour les 2 jeunes Gambis, ainsi nommés par les équipages, sans doute en raison de l'analogie avec les petits pions du jeu d'échecs placés devant les fous du roi et de la reine, il va falloir s'adapter au comportement que la légende prête aux simples matelots dans une définition ironique ainsi formulée. Saluer tout ce qui bouge, peindre tout ce qui ne bouge pas, bouffer aux rations, c'est-à-dire avant les autres, et se pointer au premier permissionnaire. Jacques mesure plus d'1,85 m et pèse bon poids. Marc est moins solide, mais à 2 on peut faire bloc et ne pas servir de cible quand la bagarre se déclenche dans un poste d'équipage ou à l'heure du repas, lorsque la double a été accordée à certains ou à l'ensemble des marins et quartiers-maîtres. La double, c'est un 2e quart de vin par tête, donc un demi-litre au total, censé récompenser un bon travail, une action bienvenue, ou un effort collectif de tout l'équipage dans une situation difficile. C'est alors que les mocs volent bas. Les mocs, contrairement à ce qu'en dit le grand Larousse, ne sont pas seulement des blocs de bois lenticulaires, mais aussi de lourds récipients individuels en faïence, peu sensibles au roulis, destinés à recevoir la boisson et occasionnellement à servir de projectile pour faire taire un contradicteur. Dans ce type de situation, il est de bon ton d'avoir le geste preste et de sortir de la trajectoire même si l'engin ne vous est pas destiné. On est encore loin de l'époque où la chiourme aura évolué et se convertira au jus d'orange et à l'eau gazeuse quand ce n'est pas au lait écrémé. L'essentiel pour l'instant est de rester indemne et d'éviter les tirs croisés. À terre, si l'on peut dire puisqu'il n'y a presque plus de ville, c'est une autre chose lorsque vient l'heure des permissionnaires. Dans Brest, il faut beaucoup marcher, d'abord pour y accéder à partir de Recouvrance, ensuite pour traverser les décombres de la cité puisqu'il n'en reste pratiquement rien, enfin pour dégoter dans le haut de la ville, là où des maisons sont restées debout, le petit bar élégant avec de bons fauteuils et de savoureux cocktails, dont le mythique Alexandra de cette époque révolue. Au-delà de leur prêt du soldat, les 2 Gambis disposent de quelques ressources complémentaires régulièrement envoyées par des familles plus anxieuses qu'elles ne veulent bien l'avouer de savoir leurs rejetons de 18 à 20 ans livrés à eux-mêmes dans un monde d'adultes coriaces. Marc et Jacques peuvent ainsi satisfaire au plaisir de la goële, c'est-à-dire du bon repas puisque le temps maudit du rationnement commence à s'estomper. C'est au goéland que le terme de goële veut faire allusion car cet oiseau de mer est doté d'un appétit véritablement féroce. Au retour vers le port, à la nuit tombée,
Le spectacle est ahurissant et sans doute inimaginable pour d'autres générations. En effet, les portes de l'arsenal, soigneusement gardées par la gendarmerie maritime, n'ouvrent qu'à des heures fixes et rares. Du côté ville, si l'on peut vraiment parler de ville, il y a la masse des permissionnaires fatigués par leur soirée, par la longue marche et pour certains par des abus de toutes sortes. Assis à même le sol, adossés aux portes de l'arsenal, ils attendent l'ouverture en espérant une hypothétique sortie d'un état d'ébriété avancé. Au fur et à mesure des retours, la pile s'enfle et les premiers arrivés se sont endormis sous l'effet de la fatigue ou du vin. Quand les portes s'ouvrent, certains tombent carrément à l'intérieur de l'enceinte. Leurs camarades les aident à se relever, et toute la bordée descend d'un pas plus ou moins hésitant vers son unité d'origine. À grandes enjambées, Marc et Jacques filent vers leur patrouilleur amarré à couple d'un vieux cuirassé antédiluvien. « Tu as vu ce spectacle ? C'est incroyable. Qu'est-ce que tu en penses ? » « Plus jamais ça, mon vieux. On y mettra le temps, mais plus jamais ça. Cela me rappelle quelque chose. Tu as déjà utilisé la même phrase à propos de la gifle que nous avons prise en mai 40. C'est vrai, je me répète. Mais la gifle, c'est autre chose et c'est surtout une des raisons pour lesquelles nous sommes ici. Je persiste à croire que les guerres se gagnent avant même d'avoir commencé. Et il n'y a pas de session de rattrapage. Quand on est KO technique à la première reprise, c'est bien de vouloir se relever, mais c'est vraiment un peu tard pour se pendre au basque de son adversaire. Chapitre 4 L'Iroise. Aux latitudes européennes, les vents dominants sur l'Atlantique ont la fâcheuse habitude de venir des secteurs ouest. Annoncés par la baisse du baromètre, orientés au sud-ouest avant le passage de la dépression, accompagnés de nuages bas d'un sinistre gris sombre, ils frisent les 35 à 40 nœuds et déversent généreusement des torrents de pluie en soulevant une mer forte dans une luminosité réduite. Après le passage du front froid, alors que la dépression s'éloigne vers le continent et que le baromètre remonte, le vent passe au nord-ouest. Il arrive parfois qu'il force encore alors que le ciel se dégage, alternant des phases ensoleillées avec des grains violents. La mer change d'aspect mais reste dure. Blottie autour de sa rade abri, Brest n'est accessible qu'après un long chaînelage dans le Goulet où les dangers sont agréablement répartis des deux côtés. Pour rentrer au port, on a donc l'inestimable avantage d'avoir généralement le vent et la mer de l'arrière, situation fort appréciable par mauvais temps, ce qui est fréquent dans la région. Par contre, quand il faut mettre le nez dehors dans des conditions météorologiques défavorables, c'est-à-dire le plus souvent, c'est une autre paire de manches car à peine sorti de l'abri de la rade il faut affronter le vent et la mer, associés dans l'entreprise collective de découragement du marin pris à froid au détour de son quai d'amarrage. Pour des jeunes gens encore au chaud il y a quelques mois à peine dans les salles de classe des lycées parisiens, ce n'est peut-être pas une découverte, mais les conditions sont nettement plus rudes au cœur de l'automne qu'ils ne pouvaient l'imaginer. À peine sorti des passes avec le Porzic par le travers, c'est le choc frontal, plein bois, face au gros temps d'ouest. Les deux bordages font leur apprentissage à la barre, surveillés par un solide quartier maître de manœuvre qui a l'œil sur le gyrocompas et une main sur le tableau d'ordre à la machine. Tant qu'il y a quelque chose à faire, une fonction à remplir, ça va à peu près, avec une pointe de vague à l'âme, mais lorsque le quart est fini et qu'il faut redescendre dans les entrailles du bateau, bloqué sur la même marche quand le patrouilleur escalade la lame, mais précipité vers le bas dès qu'il dégringole dans le creux suivant, c'est une toute autre histoire. Marc a commencé l'étude de l'italien par la méthode assimile. Dans ce livre, il se rappelle l'évocation explicite de ce trouble particulier, illustré par l'image d'une passagère de paquebot, chavirée par le mauvais temps et implorant les secours du médecin du bord. Dottor, c'è cosa si fa quando si ha il mal di mar? Si vomita. Contact. À la mer, c'est une chose qu'il faut connaître ou avoir connue. Mais heureusement pour les deux bordaches et malgré ces premiers moments pénibles, ils feront partie de ceux qui seront relativement insensibles à ce genre de troubles. C'est loin d'être le cas général. Chapitre 5 L'école navale. Le département du Finistère porte bien son nom. C'est le bout de la terre, l'extrémité du bloc continental eurasiatique, la fin d'un monde, le début de l'univers marin, cette monstrueuse masse d'eau salée dont la superficie s'étale sur les 7/10 de la planète Terre.
Dans cette tête de brute du Finistère breton dont la chevelure baigne dans les abers de la Manche et le menton s'encastre dans l'Atlantique, de la pointe du Va à la pointe de Pinmar, la presqu'île de Crozon dresse sa langue de terre baignant dans la vaste bouche des baies de Douarnenez et de la rade de Brest. Bâtie à la hâte dans cette lande médiane, les baraquements en bois de l'école navale s'entassent au pied d'un aérodrome d'accès difficile par la route et plus encore par le ciel. De l'ancienne et glorieuse école, dominant le goulet de Brest et la rade d'Abri, il ne reste rien qu'une façade branlante et des monceaux de pierre attestant de l'efficacité des bombes britanniques. Arrivant de Toulon, de Cherbourg, de Brest, les bordages se retrouvent là, au terme de leur embarquement comme simples matelots, le bâchi légèrement cabossé et le pantalon élargi dans le bas en pattes d'éléphant, pour avoir l'apparence du vieux loup de mer. L'encadrement observe, consterné, la transformation de la jeune classe après 3 mois de stage au sein des équipages de la flotte. Une sérieuse reprise en main s'impose. Elle va avoir lieu. De l'heure du branle-bas, marquant le début de la journée jusqu'à l'extinction des feux clôturant l'activité diurne, il faut compter 15 fois 60 minutes, dont on excepte le temps des repas, assez vite expédiés, et celui du repos pendant une seule et unique heure en fin d'après-midi. Le rythme est constant 6 jours par semaine, 46 semaines par an pendant 2 années pleines, les seules périodes de liberté ne concernant que les dimanches de 10 à 22 heures et les permissions de Noël, de Pâques et de l'été. Avec près de 70 heures d'activités hebdomadaires, on est encore loin des fantaisies légales en matière de durée du travail instaurées par un folklorique ministre des Affaires sociales, de sexe féminin, à l'aube du XXIe siècle. Ajoutons pour faire bon poids la prise en main de la jeune génération, les fistos, par les anciens de la promotion précédente. C'est une phase originale d'accueil et de mise au carré, qui n'est pas dépourvue d'humour et tend à raboter l'orgueil outrecuidant des nouveaux arrivants. On ne saurait oublier les sanctions pour tout écart de comportement, retard à l'appel, désordre dans l'armoire personnelle, tenue non conforme, qui envoie le coupable au mieux faire 1 heure de peloton, au pire dans le dibi, c'est-à-dire dans la prison où l'on dort sur une planche de bois dans une totale obscurité. Le peloton, de moindre importance, n'est quand même pas une simple formalité. Il se joue à l'heure et en lieu et place du repos quotidien, sous les ordres d'un second maître fusilier qui traîne dans le marais voisin ses victimes munies d'un antique fusil Lebel de la guerre de 14 à 18, tenu à bout de bras, en marchant au pas cadencé ou pire, en canard dans les chemins creux souillés par la pluie, ou carrément dans l'eau du marais. Marc en fait assez tôt la triste expérience. L'épuisement vient vite, surtout à l'heure tardive de cette fin de journée chargée où le repos espéré est remplacé par une nouvelle et très dure sollicitation physique. Passe alors dans les esprits une alternance de réactions envisageables entre déprime et agressivité qui ne vont jamais jusqu'à leur terme mais qui rôdent dans la tête de l'élève, sanctionné pour ce qu'il considère comme une babiole. Chaussures non cirées, somnolence à l'étude, arrêt intempestif au cours du cross matinal pour s'abriter de la pluie. Selon la dose d'énergie restante, l'intensité de la fatigue, l'exaspération croissante, Marc oscille entre 2 attitudes. Jeter le fusil dans une mare et se coucher par terre ou empoigner l'arme pour taper sur le crâne de son tortionnaire. Chose curieuse, il ressent physiquement la réalité de l'expression « serrer les dents ». Elle n'est pas seulement imaginative, elle est réelle, matérielle, crispée. Il continue. En fait, il endure. Étonnamment, il n'en veut pas à cet homme, à ce gradé. Mieux encore, force est de constater que des dizaines d'années plus tard, le nom de ce fameux second maître fusilier sera le seul dont il se souviendra encore. Un remarquable film américain Gentleman and Officer relate avec tact et finesse cette curieuse relation qui s'établit entre la dureté de l'instructeur et la fragilité ou la violence de celui qui l'a subie. Quant à Pierre et Claude, les 2 belles brutes insupportables de la promotion, ils ne tarderont pas à se retrouver dans le collimateur de la Strasse, l'encadrement de l'école. Ils pousseront leurs instructeurs jusqu'à un tel état d'énervement à leur encontre, qu'ils seront maintenus dans l'enceinte militaire pendant toutes les vacances pascales, consignés sur place pour procéder à l'hydrographie, pourtant déjà bien connue, de la baie de Lanvéoc-Poulnic dans la Grande Rade de Brest. Partant en permission, leurs camarades pourront contempler avec une furieuse envie de rigoler, leurs copains isolés dans leur embarcation sur le plan d'eau, l'un tenant la sonde à main, l'autre le cercle hydrographique pour déterminer leurs positions successives par rapport aux repères à terre.
C'est de ce cycle de formation que sortiront plus tard les futurs pilotes de combat de l'aéronautique navale et les premiers commandants des sous-marins nucléaires de la force océanique stratégique. Chapitre 6 L'inertie. Il faut tout apprendre, sur le plan d'eau comme dans les salles de classe. À terre, c'est l'annuaire des marées, agréablement mixé avec les hauteurs de mâture pour vous empêcher de passer sous un pont à l'heure de la pleine mer, mais qui vous fait inexorablement talonner au moment des bassauts. Dehors, c'est l'apprentissage de la voile ou de l'aviron, et non pas la rame. Il n'y a pas de rame ici non plus que de rameurs sur les lourds canots, prononcés canotes, de la Drôme locale. À raison d'une demi-escouade par canot, c'est aujourd'hui le tour de Marc et d'Yves, le régional de l'étape, un solide breton de juste 1,60 m, la taille minimale requise pour être admis dans le corps des officiers. L'instructeur est un quartier-maître de première classe, répondant au doux nom d'Azur. 15 ans de service et toujours quartier-maître-chef. Dans la marine, on avance avec prudence, surtout à cette époque où c'est déjà bien de savoir lire et écrire. Après un bon quart d'heure d'effort à souquer sur le bois mort, l'instructeur marque une pause après avoir hurlé deux pendant une bonne demi-heure, dans le vent aigrelé d'un janvier brestois, étant admis que un est passé sous silence. C'est le temps où l'on se penche en avant, l'aviron à fond vers l'arrière, précédant le 2 qui le plonge dans l'eau, loin en direction de l'étrave et le tire avec vigueur, propulsant le canot à la vitesse requise. Bien sûr, tous les mouvements doivent être simultanés, rythmés à la voix, à grands coups de 2, gueulés par le patron d'embarcation, seul maître de l'instant de repos. Les pelles à plat. Oui, on peut se reposer mais il faut garder tous les avirons à l'horizontale, régulièrement espacés et les pelles, l'extrémité de l'aviron bien à plat. On ne rigole pas chez les boscos, c'est-à-dire les hommes de la spécialité de manœuvrier, ceux que l'on retrouve sur la plage avant des navires pour le mouillage ou l'amarrage à quai, ou encore pour tenir la barre à la passerelle, ce qui est un boulot subalterne, sauf sur les voiliers de compétition, et non celui du commandant ou du capitaine des mauvais films et des romans de terriens. La pause est l'occasion d'améliorer les connaissances théoriques des élèves, peut-être aussi pour l'instructeur de faire étalage de son savoir, malgré la modestie de ses origines. C'est dans l'une ou l'autre de ces intentions que le patron d'embarcation interpelle le chef de nage, c'est-à-dire celui placé au premier rang à tribord, au plus près du barreur et sur lequel on se fie pour respecter la cadence et tenir l'alignement. On notera au passage que dans la marine, si l'aviron remplace la rame, on ne rame pas non plus, on nage. Vous, monsieur là, vous qui avez de l'instruction, vous pouvez me dire ce que c'est que l'inertie, et il prononce inersenkiu. Silence embarrassé du chef de nage qui éprouve quelques difficultés à transcrire les termes compliqués du cours de mécanique, en une explication simple adaptée aux embarcations de l'État. Vous ne savez pas, monsieur ? Pourtant vous avez fait des études pour aller à l'école navale, et pour devenir officier. Un temps encore, et avec un accent breton à couper au couteau. Eh bien je vais vous dire moi. L'inertie monsieur, il dit toujours inersenkiu, c'est la vitesse du canot quand il est stoppé, quoi. Vraiment ? Était-ce bien la peine de faire 1 ou 2 voire 3 années de mathématiques spéciales dans les grands lycées pour en arriver à ce constat d'évidence ? Chapitre 7 Les corvettes. Périodiquement, la promotion embarque sur de modestes unités, patrouilleurs, dragueurs ou parfois vieux torpilleurs de la dernière guerre. Le but est de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises dans les cours de navigation et de manœuvre, et d'amariner une population hétérogène majoritairement d'origine terrienne et citadine, et encore peu familière du milieu liquide et instable que constitue la mer du large. Confortés par l'expérience récente du stage en équipage, certains roulent déjà des mécaniques quand le temps force, d'autres ont pris l'habitude du saut qui évite d'avoir à se précipiter vers l'extérieur, et de préférence sous le vent pour restituer son déjeuner. Dans tous les cas, il règne une odeur forte dans les postes d'équipage. La jeune classe s'y entasse par groupes de 5 sur les petites unités, équipées de bannettes, et jusqu'à une bonne demi-promotion dans le poste avant des vieux torpilleurs de 1500 tonnes où le hamac s'impose. Quotidiennement utilisé à l'école navale, c'est un singulier assemblage de toiles raides, de matelas étroits et de draps, suspendus à des crochets fixes par l'intermédiaire d'araignées, fin réseau de cordage aboutissant à 2 organeaux métalliques dont l'un, côté tête, est fixé directement sur le croc, l'autre, côté pied, est longé à la demande par l'intermédiaire d'un solide bout,
La fine plaisanterie consiste alors, au cœur de la nuit, à dénouer le raban, gardant un tour mort sur le croc, et à passer l'extrémité au dormeur que l'on tire avec douceur de son sommeil, l'invitant à tenir lui-même le cordage pour éviter de s'affaler par terre. Comme il est difficile, en s'éveillant inopinément, de soutenir longtemps son propre poids, l'affaire se termine généralement par une chute en douceur, ce qui, en termes convenables, s'appelle prendre la cale. Au cours des 2 années, les séjours embarqués, baptisés corvettes, alternent environ tous les mois, vers le nord et vers le sud et de plus en plus loin de Brest au fur et à mesure que les connaissances pratiques s'améliorent. On commence par Carantec d'un côté, Concarneau de l'autre pour atteindre en fin de compte Dunkerque et Hendaye et terminer par la corvette Gant-Blanc, dont la destination est laissée au choix des élèves. Au retour de Brest, la tradition veut en effet que ces élèves, devenus aspirants, aient le droit de jeter par-dessus bord, à leur retour, une paire de gants blancs, partie intégrante de leur uniforme, dont ils ne peuvent se dessaisir lors des sorties à terre. L'un d'entre eux, réputé pour ses succès féminins, ce qui constitue une prouesse dans un monde où on ne peut sortir que le dimanche de 10h à 22h, se fait vertement réprimander par son capitaine d'escouade pour être rentré à bord, lors d'une corvette sur les côtes de France, sans ses fameux gants blancs. « Monsieur, vous n'êtes pas dans la tenue prescrite. Qu'avez-vous fait de vos gants ?» La réponse marquée du sceau de l'innocence ingénue, n'est candide qu'en apparence. « Je les ai oubliés chez une dame. » Depuis cet incident, le symbole des gants blancs connaît une interprétation nouvelle au cours de ces escas toujours très recherchées pour les possibilités qu'elles offrent à ces jeunes gens, de plus en plus sensibles au charme féminin. « Qu'est-ce que tu as fait à La Rochelle ? » « J'ai rencontré une fille superbe. »« Alors ? Avec ou sans les gants blancs ?» Chapitre 8 Les escales. L'escale fait partie intégrante de la vie du marin. C'est à la fois un moment de détente pour les équipages et une fonction d'ambassade quand il s'agit d'escale à l'étranger. C'est aussi, sur le littoral français, l'occasion de mieux faire connaître la marine nationale, son personnel et ses bateaux. Le vieux dicton « une femme dans chaque port » est malheureusement assez éloigné de la réalité. Compte non tenu des professionnels dont l'activité rémunérée convient à certains pour les facilités qu'elle représente, la recherche de l'âme sœur pour le temps limité de l'escale est une autre affaire. Il apparaît quand même que la gent féminine est assez favorable à ces rencontres de quelques jours avec ces passagers de la pluie que sont les hommes de mer, parce que l'aventure comporte un terme connu d'entrée de jeu. C'est une fenêtre ouverte sur un autre monde, sans rappel ni exigence, sans emballement et sans larmes. Et puis les gens de mer ne sont pas comme les autres. Ils ont en commun, quelles que soient leurs origines, ce regard étrange, ces yeux qui regardent ailleurs, au loin, au-delà du visage qui leur fait face. Au fil des temps, leur démarche devient particulière et si certains sont prolixes, beaucoup sont discrets, peu bavards, parfois silencieux, ce qui surprend le terrien habitué au bruit, au tintamarre des mots, à la fatuité d'une éloquence de bazar. La femme est sensible à ces particularités, ce qui la conduit souvent à prendre à son compte l'initiative de la démarche qui mène au terme qu'elle s'est elle-même fixé, ou auquel elle se rallie sans embâge. En fait, les amis de marins n'ont pas d'autre rival que la mer. Sur un plan différent, la bagarre fait aussi partie du rituel des escales, sans que l'on sache vraiment pour qui ou pour quelle raison elle s'est déclenchée, qu'il s'agisse de boissons alcoolisées, de filles ou d'appartenance à un corps constitué et solidaire. Dans ce bar de la côte basque, un soir d'escale dans un port également recherché par les permissionnaires de l'école des troupes aéroportées, c'est le choc entre 7 ou 8 aspirants de marine et une quinzaine de parachutistes en apprentissage. Uniforme bleu contre tenue léopard. Les horions pleuvent dru sans que la plupart des intéressés ne sachent pourquoi la chicorée a commencé. Curieux antagonisme de communautés pourtant proches, alors que 5 ans plus tard les uns dans leurs avions risqueront leur vie pour soutenir les autres sur les pitons de Dien Bien Pho. Les marins, largement minoritaires, sont en difficulté mais aux premières loges de la Défense Pierre et Claude font le ménage, forts de leurs 160 kilos conjugués. Marc a encaissé un solide coup de poing sur le nez, ce qui lui vaudra d'afficher, pour le restant de ses jours, une légère déviation de la cloison nasale, lui conférant une certaine forme d'originalité. Pour l'instant, ça pisse le sang pour appeler les choses par leur nom. Dos au mur, imbécile, lui hurle Claude en tabassant son vis-à-vis adverse qui a du punch. La verrerie sur les tables va au tapis dans un bruit caractéristique.
Le patron du bar crie d'arrêter tout de suite, ce qui stimule les combattants, mais crée chez certains un temps d'hésitation qui va permettre aux marins de glisser adroitement vers une porte de sortie et de vider les lieux, peut-être sans gloire face au nombre, mais en relativement bon état et en laissant à leurs adversaires la charge de payer la casse. Mark n'est pas content de s'être fait admonester en cours d'action par son copain, sans doute plus combatif, en tout cas plus lourd d'au moins 50%. Je ne vois pas pourquoi tu m'as traité d'imbécile, Claude, et pourquoi tu voulais me coller au mur dans cette bagarre à la noix. Je vais te le dire et c'est pourtant simple. Il y a 3 raisons. 1. Dos au mur, tu ne peux plus reculer et tu es bien obligé de taper sur ton adversaire pour rester debout. 2. Tu as l'inestimable avantage de ne plus risquer d'être assommé par derrière. 3. Les murs comportent en général une porte, ce qui permet de se déplacer pour évacuer discrètement quand la partie adverse est trop nettement en surnombre. Mark enregistre la leçon. Elle lui servira en d'autres occasions. Il se rappellera longtemps cet épisode comme il se rappellera, dans un autre genre distractif, les fantaisies vestimentaires sur la plage de Perros-Guirec lors d'une escale sur la côte bretonne au cours d'une corvette d'instruction. Ils sont partis à 4 pour arpenter une plage déserte, déambulant à grandes enjambées, dans leur uniforme de sortie, la casquette enfoncée jusqu'aux oreilles, le pas maladroit quand même, leurs chaussures étant mal adaptées à une circulation rapide sur le sable friable. De loin en loin, des villas balisent la crête au-dessus de la plage, mais il n'y a pratiquement personne dans le secteur à cette époque de l'année. Michel a eu l'idée, les autres sont obligés de suivre. Quelle que soit la température de l'eau, on va se baigner et comme on n'a pas de maillot, on se déshabille intégralement et on court vers la mer. Un seul demeure en arrière pour sortir l'appareil de photographie qui va pérenniser le retour des 3 loustiques, tout nus dans le froid d'un mois de mars venteux et glacial, humide encore d'une eau à moins de 15 degrés, gelés mais rigolards, cherchant sur la plage les diverses pièces de leurs uniformes, la casquette et les fameux gants blancs éparpillés dans un nuage de sable tourbillonnant. Ici ou là, dans les villas de la plage, quelques vieilles douairières choquées par cet attentat à la pudeur, doivent déjà téléphoner au poste de police le plus proche. La photo, tirée à plusieurs exemplaires, connaîtra un franc succès. C'est cette même photo que Mark contemple, 3 années plus tard, en classant avec soin ses quelques souvenirs lors d'un changement d'affectation. Une nouvelle fois, il regarde l'image, l'œil rivé sur la silhouette de gauche, le Rabelais, le petit, Yves, celui au nom breton, relégué au dernier rang des défilés du 14 juillet par sa taille, celui dont le cours de la vie s'est arrêté en Indochine sur son engin fluvial dans un détour de la rivière Claire, le cou perforé par une balle, le sang rougissant lentement la chemisette d'uniforme à manches courtes, porteuse des 2 galons dorés de son grade d'enseigne de vaisseau. Il a demandé une cigarette, une dernière, en somme la cigarette du condamné. Il ne souffre pas, l'hémorragie seule le conduit à la mort. Il a tiré quelques bouffées. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.